Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF et ce matin, notre grande invitée est journaliste. Elle revient d'une année d'enquête dans la France des villes et la France des champs à la rencontre des femmes. Une année d'enquête pour dévoiler la France du sexisme et des discriminations, des abus et des violences faites aux femmes. Ce qu'elle a vu, ce qu'elle a compris, elle le raconte dans un livre qui vient d'être publié. Ça s'appelle Harcelée et c'est aux éditions Plomb. Bonjour Astrid de Vilaine. Bonjour. Vous aviez une idée de ce que vous alliez découvrir quand vous avez commencé votre enquête ? Pas à ce point. Je m'attendais à rencontrer des femmes qui avaient vécu des discriminations, du harcèlement de rue, des inégalités, voire des violences bien plus graves comme le viol ou les violences conjugales. Ça, c'était vraiment le plan de départ. Mais je pensais pas qu'elles cumuleraient en fait la plupart les violences et les formes de discrimination. C'est-à-dire que souvent, j'allais parler du harcèlement sexuel sur le lieu de travail d'une femme et elle me racontait le viol qu'elle avait vécu à 14 ans. Une autre fois, je parlais de harcèlement de rue avec une jeune femme de 30 ans à Paris. Elle me racontait comment son conjoint était violent. Et ça, c'est assez fréquent en fait. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, la situation est bien plus grave que ce que je pense et je pense qu'on peut parler d'un système. Comment ? Voilà, alors le mot système, il est très fort. Qu'est-ce que ça veut dire un système ? Un système, c'est organisé, non ? Peut-être pas organisé, mais c'est-à-dire que depuis des millénaires, les femmes sont dominées par un système patriarcal. Et c'est encore le cas aujourd'hui en France. Ça, moi, j'aurais pas pu le dire comme ça avant d'enquêter. Mais une fois que vous allez dans 1, 2, 3, 4, 15, 20 entreprises et qu'à chaque fois, il y a des agressions sexuelles sur le lieu de travail et qu'il ne se passe rien, qu'il y a un climat sexiste et qu'il ne se passe rien, etc. Voire des viols. J'ai vu 3 quand même en un an, j'ai vu la situation de 3 viols en entreprise. Donc voilà, quand on en est à ce niveau-là et qu'il n'y a pas une femme de ce pays qui n'a pas subi au moins un harcèlement de rue ou une réflexion sexiste, c'est qu'il s'agit d'un système de domination patriarcale. Vous utilisez le mot système, ça veut dire que, grosso modo, on connaît la réalité et on ne fait rien ? On fait, mais pas assez. Je viens de voir qu'aujourd'hui, là, c'est sorti dans la presse, en Espagne, il passe le congé de paternité à 8 semaines pour arriver vers 16 semaines, c'est-à-dire la stricte égalité avec celui de la femme. En France, je vous rappelle qu'il est de 11 jours. Et ça, j'ai interrogé beaucoup de jeunes papas et même de jeunes garçons de 16, 17, 18 ans qui me disaient, moi, je comprends pas que le congé de paternité soit de 11 jours. Je pense que la France est bien plus en avance, les Françaises et les Français sont bien plus en avance que les institutions et les lois en fait, qui régissent leur vie. Alors Astrid de Vilaine, on va revenir un peu plus tard dans l'entretien sur ce qu'il faudrait faire, mais d'abord, je voudrais qu'on revienne au témoignage des femmes que vous avez rencontrées. Elles parlent facilement des violences, des outrages qu'elles ont pu subir. C'est une parole qui se libère, mais difficilement. Voilà, c'est un petit peu le paradoxe. C'est-à-dire qu'elles ont envie de parler. Les 72 femmes que j'ai rencontrées, elles étaient heureuses de me parler. Et même celles qui avaient vécu des choses très graves, comme 15 ans de violences conjugales. Elles sont contentes d'avoir une journaliste en face d'elles qui les comprend. Elles ont envie de raconter des choses et elles m'ont dit des choses qu'elles n'avaient parfois pas dit à leurs parents, pour par exemple le cas de viol. Pour autant, la plupart, vous l'avez vu dans le livre, elles n'apparaissent pas sous leur vrai nom. C'est-à-dire que la libération de la parole, elle est un petit peu... Elle est entravée encore. On a envie de parler, on voit l'augmentation des plaintes pour violences sexuelles, par exemple en gendarmerie ou au commissariat. Ça veut dire qu'elles ont envie de s'exprimer, ces femmes-là, ces femmes qui vivent ce genre de violence. Mais en revanche, elles savent aussi qu'elles peuvent avoir des représailles si elles parlent, qu'elles ont encore honte, en fait. C'est ça, aujourd'hui, dire « j'ai été violée », ça reste une honte, Bien ça sûr, reste un tabou. Évidemment. Et c'est un drame parce qu'on se fait casser la figure dans la rue, on n'aura pas de problème à le dire. Un viol, c'est un crime beaucoup plus grave et on n'ose pas le dire. Bien sûr. J'ai l'impression, en lisant votre livre, que c'est très dur de parler, mais surtout que c'est peut-être encore plus dur de reconnaître, d'accepter que ce que l'on vit n'est pas normal. Et oui, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que toutes les femmes à qui j'ai parlé, et d'après les associations c'est toujours le cas, qui vivent une violence sexuelle, elles minimisent tout de suite et elles se disent que ce sont elles les coupables. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai été victime d'agression sexuelle, j'ai vécu exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit oh, c'est pas si grave. Non, il s'est rien passé. Et parfois même, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire, moi, pour qu'il m'arrive ça, ce qui est quand même un comble. J'ai cette histoire d'une infirmière qui a 18-19 ans, elle est à l'école d'infirmière, son professeur qui est médecin lui propose un rapport sexuel dans son bureau, ils sont que tous les deux, elle dit non. Et à la fin, évidemment, il va la dénigrer et la harceler moralement, ce qui est en général le cas quand on refuse des avances de son patron ou de son supérieur. Et elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour provoquer ça ? Est-ce que c'est mon comportement ? Est-ce que c'est ma tenue ? Enfin, des questions qui sont totalement inappropriées, en fait, mais que les victimes se posent en général. Astrid de Vilaine, vous avez fait une sorte de tour de France. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des lieux en France où il fait bon vivre pour les femmes et d'autres où il fait moins bon vivre ? C'est ce que je pensais un peu bêtement, avec comme un cliché. Non, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que le sexisme
sexisme et le patriarcat n'épargnent aucun territoire et aucun milieu social. Que ce soit, par exemple, sur le harcèlement de rue, on dit beaucoup que c'est en banlieue. Ça existe en banlieue, évidemment. C'est pareil en milieu rural, non ? Eh bien si, puisque j'ai par exemple, et j'ai pas mis du temps à la trouver, j'ai une jeune Alsacienne qui s'est fait harceler au bar du village de ses parents toute sa jeunesse par les amis de ses parents en fait. Donc c'est la même chose, c'est exactement le même système, sauf que souvent on a envie de dire c'est en banlieue pour ne pas regarder ce qui se passe chez nous, mais enfin dans les entreprises du CAC 40 et dans les tours de la Défense, il se passe exactement la même chose, des agressions sexuelles en permanence et un climat sexiste que les femmes ne supportent plus, mais elles ne peuvent rien dire. Et les start-up de Paris et de sa banlieue, et les anciens bassins miniers et les usines. Vous êtes aussi rencontré des femmes agricultrices ? Ouais, les agricultrices vivent. Alors, elles m'ont pas forcément parlé de violence, même s'il existe beaucoup évidemment, des violences conjugales chez les agriculteurs comme partout. Mais en tout cas, elles m'ont beaucoup parlé des inégalités et du machisme qui règne. C'est-à-dire qu'elles ont évidemment un salaire inférieur à leur mari. Souvent, elles n'ont pas le même statut que leur mari. Elles sont seulement conjointes d'agricultrices alors qu'elles font le même travail à la ferme. Ce qui signifie qu'elles n'ont derrière pas d'assurance, chômage, pas de formation, pas de sécurité sociale, pas de retraite. Donc ça, c'est un petit peu c'est le drame qu'elles vivent. Mais c'est aussi le machisme du quotidien, c'est-à-dire que souvent à la ferme, alors qu'elles sont chefs d'exploitation... On va leur demander où est-ce qu'est le patron. Exactement. Un marchand de bestiaux ou quelqu'un qui vient faire des vérifications administratives arrive, en général c'est un homme, il demande qui est le chef d'exploitation, elle dit que c'est elle, et elle se voit répondre « Non mais j'aimerais parler à votre mari ». Et ça, c'est des choses... elles sont pas féministes, ces agricultrices. En tout cas, elles ne le disent pas, mais c'est des choses qui sont extrêmement difficiles à vivre pour elles et qui sont un peu incohérentes quand même en 2019. Astrid de Vilaine, si tout le monde est d'accord pour condamner les violences faites aux femmes, je crois que ça fait l'unanimité, la question du harcèlement de rue est peut-être moins évidente. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez pourquoi siffler une femme dans la rue, l'interpeller, ce n'est pas si anodin que ça. En fait, ça dépend aussi du seuil de tolérance de chacune. Moi, je le dis dans le livre, j'étais pas forcément contre qu'on me siffle dans la rue. J'allais dire, ça me faisait presque plaisir. En revanche, il y a des femmes que ça dérange. Ça renforçait votre estime. Vous disiez, oui. je suis une jolie femme. Oui, puis même, ça me dérangeait pas. Moi, ça me dérange pas les rapports de séduction. Mais en fait, en interviewant les autres femmes, enfin, celles que j'ai vues, elles sont très nombreuses. J'ai dû en voir une quinzaine pour ce chapitre, de tous les milieux, de tous les âges. Elles disent... En fait, je ne suis pas un chien et je me sens objectifiée. C'est-à-dire que je suis comme un objet sexuel, comme si j'étais dans un rayon de supermarché et qu'on pouvait me choisir et me dire est-ce que je suis jolie, est-ce que je suis bien habillée, etc. Et c'est des choses déjà qui me dérangent dans ma sphère privée et que les femmes ne font pas aux hommes. Donc c'est déjà un rapport d'inégalité. En plus de ça, et là je crois que c'est plus grave, c'est que la plupart ont peur. C'est-à-dire que les agressions dans le métro, c'est extrêmement fréquent, ou dans les transports en général. Le soir, en rentrant chez elles, après 22h, c'est statistique, beaucoup prennent des taxis ou un vélo, mais arrêtent de prendre les transports en commun. Ça, je l'ai vu à Rennes, la métropole de Rennes le dit très bien. C'est statistique, il y en a, je crois, 30% ou 40% qui font ce genre de stratégie d'évitement. De même, elles changent leur comportement vestimentaire. Elles vont changer de chemin parce qu'elles veulent éviter une bande ou des gens qui les sifflent. Tout ça, c'est intolérable en fait, que des femmes aient à penser à des choses comme ça qui entravent finalement leur liberté dans l'espace public. Et puis il y a aussi celles qui prennent des couteaux, des matraques, ça je l'ai vraiment entendu, des bombes lacrymogènes dans leur sac à main avant de sortir le soir. Enfin voilà, tout ça c'est complètement inégal et en ça il faut respecter cette violence, enfin ce refus de cette violence-là. La peur du viol, vous l'écrivez, c'est une peur qui habite quasiment toutes les femmes depuis presque l'enfance. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a toutes vécu avec cette menace, entre guillemets, attention, si tu t'habilles comme ça, tu vas être violée, attention de ne pas sortir trop tard, tu vas être violée. En fait, je crois que la question, c'est plus peut-être éduquer les petits garçons à ne pas violer les filles, plutôt que les filles à ne pas s'habiller en fonction d'une potentielle menace de viol. Mais est-ce qu'on peut quand même faire un lien, est-ce que c'est pas un peu excessif de faire le lien entre les sifflets et le viol ? Je le fais pas comme ça, le lien dans non, parce que vous dites qu'il faut éduquer les petits garçons à pas violer. Alors, peut-être pour ça, je dis. Si vous voulez, je suis allée quand même. Moi, je me permets de dire ça parce que je suis allée dans des écoles où en classe de 6e, j'ai entendu 2 petits garçons me dire quand je serai grand, je battrai ma femme, et un autre dire c'est normal que les filles soient violées puisque les garçons ont des pulsions sexuelles. Ils avaient 12 ans et ça s'est passé et dans le Finistère et en Seine-Saint-Denis. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis oui, il y a un vrai travail d'éducation à faire parce qu'en fait, on parle beaucoup de viol, mais on dit jamais qui viole. Enfin, malgré tout, ce sont des hommes de nos entourages qui violent. 90%
des femmes, des violeurs sont des personnes connues de la victime. C'est-à-dire un oncle, un copain, enfin, vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas le mythe du violeur dans la rue qu'on connaît pas avec un couteau, ça n'existe pas, c'est 10% des cas. Donc, à un moment, il faut aussi qu'on se regarde tous un petit peu dans les yeux et qu'on se dise qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le consentement. Et ça commence dès le plus jeune âge. Comment on fait pour tenir ce genre de discours que vous tenez, faire cette enquête, sans jeter le discrédit sur toute la gente masculine ? Ouais, c'est une bonne question, mais je crois que je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont lu ce livre et qui m'ont dit je n'avais pas conscience que ça c'était du sexisme. Je pensais pas que ça vous embêtait. Beaucoup de femmes dans le milieu de l'entreprise m'ont dit moi j'en ai ras-le-bol d'entendre des réflexions sur ma tenue, des compliments. En fait, comme tous les jours on me fait des compliments, au lieu de me parler de mes compétences et de ma progression au travail, à un moment ça m'énerve. Et ça c'est des choses qui sont à la limite du sexisme. On n'y est pas totalement non plus. Un compliment c'est pas forcément sexiste. On a quand même le droit de dire t'as un joli pull. Exactement. Sauf que en fait je pense que c'est l'accumulation. Moi, c'est ça que j'ai voulu montrer dans le livre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous naissez femme, vous n'avez pas les mêmes chances qu'un homme. Et vous, en plus, vous êtes importuné, entre guillemets, voire agressé, voire bien plus grave. Donc, en fait, vous allez naître après, vous allez, dès l'âge de 12 ans, connaître des sifflements dans la rue et des peurs en sortant dans la rue. À 18 ans, vous allez être harcelé parce que vous serez en stage ou au début de votre carrière professionnelle ou étudiante. Ensuite, vous allez vivre un congé de maternité et vous avez de grandes chances d'être placardisé, voire licencié, etc., jusqu'au viol et aux violences conjugales. Donc là, il y a un vrai continuum à mon avis, qu'il faut dénoncer. C'est pas pour ça que tous les hommes sont des agresseurs sexuels. Moi, c'est absolument pas ce que je dis. Et d'ailleurs, dans le livre, alors que j'avais beaucoup de noms, je n'en ai cité aucun, justement pour pas pointer du doigt certains alors que d'autres sont totalement coupables aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, à mon avis, que chacun se regarde. Et je pense que les hommes participent finalement de ce mouvement-là. Et beaucoup sont très progressistes et très féministes. Sur le congé de paternité, c'est exemplaire. C'est les hommes qui le réclament. 85% des jeunes papas le veulent. C'est pas une lubie de féministe. C'est juste quelque chose pour le bien-être des familles. Quelle réponse politique on doit donner à tous ces comportements déviants que vous dénoncez dans ce livre ? MeToo, Balance ton porc, c'était il y a 18 mois, grosso modo. Aujourd'hui, quand même, il y a une prise de conscience. Il y a des textes qui ont été adoptés en France. Oui, il y a cette loi sur le harcèlement de rue et pas seulement la loi Schiappa qui aussi augmente le délai de prescription pour le viol pour les mineurs. Il y a des choses qui sont faites. Il y a eu un grand plan là pour les femmes victimes de violences conjugales. Je trouve aussi que la société en général prend conscience quand on voit ne serait-ce qu'au cinéma jusqu'à la le film qui a été primé au César, ou même sur l'Église catholique, grâce à Dieu. Ce sont des films qui sont, à mon avis, majeurs pour faire évoluer les mentalités. D'un point de vue politique, il faut de l'argent. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi il faut de l'argent ? À quoi ça sert l'argent dans la lutte contre le sexisme et les violences ? Si vous voulez déjà... si on prend par exemple l'exemple de l'Espagne, on va parler simplement des féminicides. En Espagne, le budget alloué aux droits des femmes est 7 fois supérieur à celui de la France et le nombre de féminicides est 3 fois inférieur. Il y a 44 féminicides par an, il y en a 130 en France. Féminicide, on va redire la définition ? C'est-à-dire un crime, un assassinat d'un homme, d'un conjoint contre sa femme ou un ex-conjoint. Donc, pour vous, il y a vraiment une corrélation entre le budget mis dans la défense. C'est-à-dire que prenez le dernier féminicide, celui de Julie Douib, qui avait 35 ans, cette Corse qui a 3 semaines est décédée. Elle avait été 5 fois au commissariat. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Donc, en fait, à un moment, il faut de l'argent. Malheureusement, c'est la seule réponse. Et en même temps, heureusement, c'est-à-dire que c'est pas si compliqué. Il faut de l'argent pour prendre en charge ces femmes qui appellent au secours. Il faut prévoir des places d'hébergement d'urgence. Et surtout, il faut former les policiers, former les magistrats, former les personnels dans les écoles. En fait, il faut que toute la société soit au fait et au courant de ce qui se passe dans les foyers, en fait. Parce que c'est là que se passent les violences conjugales ou les viols, d'ailleurs. Et je crois que tant qu'on n'en aura pas conscience, on pourra pas tous ensemble lutter contre ça. Je me souviens d'une jeune infirmière qui a été battue par son conjoint. Elle avait 30 ans. Elle est rentrée le lundi matin à l'hôpital. Elle avait un cocard et personne ne l'a remarqué. Et elle m'a dit on ne soupçonne pas. Et c'était à l'hôpital. Ça veut dire qu'en fait, si nous toutes, on peut ouvrir les yeux, à mon avis, la société changera. Moi, avant de faire cette enquête, j'aurais jamais été capable de déceler un cas comme ça. Astrid de Vilaine, je voudrais qu'on termine cet entretien en évoquant l'école. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous citez l'exemple d'une classe, je crois que c'est une classe de collège, avec une section rugby.
Et vous avez le sentiment, quand vous rencontrez ces élèves, qu'ils sont déjà à la pointe de ce combat ? En fait, c'était à Aulnay-sous-Bois, dans un collège où je suis allée. Il y avait 2 classes de 3e dans lesquelles je me suis rendue. Et la 3e A et la 3e B n'avaient rien à voir. Et je ne savais pas pourquoi. C'est-à-dire qu'en 3e A, il y avait des réflexions sexistes. Les filles étaient très mal à l'aise. Vraiment, c'était palpable. Et dans l'autre, les réflexions étaient bien plus progressistes. J'entendais des filles et des garçons dire pourquoi on n'a jamais eu de présidente de la République. Elle pourrait remonter nos salaires. C'est injuste. Enfin, voilà, des choses. Et les garçons et les filles avaient l'air de beaucoup mieux s'entendre. Et en tout cas, il y avait moins cette division qui existe beaucoup à l'école. Et à la fin, j'ai demandé à la prof de français pourquoi il y avait une telle différence. Et elle m'a dit, la 3e B, c'est une classe option rugby. C'est-à-dire qu'ils font tous ensemble du rugby dans des équipes mixtes. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment, c'était filles et garçons divisés au sport. Et ensuite, j'ai interviewé le coach qui m'a dit, c'est très intéressant parce qu'en fait, grâce à cette option rugby, à cette classe option rugby, en fait, les stéréotypes tombent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que les filles voient les garçons pleurer et les garçons voient que les filles peuvent être bonnes au rugby. Et en fait, vraiment, c'était palpable dans le côté, en fait, on peut vivre tous ensemble et c'est très important, en fait, de réussir à justement revivre ensemble, les filles et les garçons, parce qu'il y a une division qui est complètement, qui est assimilée jusqu'au plus haut sommet des tours des grandes entreprises économiques de ce pays, hein, et je crois qu'il est grand temps qu'on réapprenne à vivre ensemble. Merci beaucoup Astrid de Vilaine pour votre témoignage. Je rappelle votre livre, Harcelé, enquête dans la France des violences faites aux femmes, et c'est publié chez Plomb. Merci à vous et bonne journée. Merci pour votre invitation.